Troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique. Mes trois invités sont restés avec moi, Maître Tidiane Dabo, Ouma Ba et Hadami Mohamed. Merci à vous trois d'être restés avec moi. Comment relever le défi sécuritaire en Somalie? Comment vaincre les Chebabs qui sèment la mort et la désolation en Somalie? Nous avons posé la question à M. Abdirahman Osman. Il est le ministre somalien de l'information. On l'écoute, on en parle après. Nous avons en effet connu la pire attaque terroriste de notre histoire ce 14 octobre. Mais il faut savoir que militairement, nous sommes en train de remporter la bataille contre les Chebabs. Mais la grande difficulté, à l'heure actuelle, c'est qu'ils se fondent dans la masse. Notre priorité est de bâtir une nation unie. Vous avez d'ailleurs pu constater l'élan de solidarité à la suite de cet attentat. Tout le pays s'est mobilisé pour aider les victimes. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes plus que jamais déterminés à combattre l'oppression et à assurer la paix dans le pays. Monsieur Hadami Mohamed, le ministre somalien dit la grande difficulté, c'est qu'ils se fondent dans la masse, les Chebabs. Est-ce que finalement le problème est militaire? Est-ce que la solution est militaire? Comment règle-t-on un tel problème de façon militaire? Je crois que la solution militaire a été essayée depuis bientôt 2006. Oui. Et finalement, aujourd'hui, le résultat, c'est le massacre de Mogadiscio. Tout à fait. Et je pense que personne aujourd'hui ne peut dire, ni le ministre de l'Information, ni les observateurs, ni les pays voisins, quel est aujourd'hui comment sortir de cette impasse, de cet imbroglio somalien. Alors, de notre modeste point de vue, oui, il faut discuter. Avec qui? Les Chebabs? Y compris avec les Chebabs. Il faut discuter. Et donc, ils sont sur toutes les listes noires du monde entier. Ils sont sur la liste des organisations terroristes. À un moment donné, les Américains commençaient à discuter avec les talibans. C'est vrai. En Afghanistan. Tout à fait. Parce que, à partir de là, il faut d'abord faire le constat, est-ce qu'il est possible de discuter, est-ce qu'il y a encore une solution? Le problème qui peut se poser aux Chebabs, c'est effectivement les étrangers, les djihadistes étrangers qui sont là. C'est vrai qu'il y a de plus en plus. Et depuis... qui viennent de l'Afghanistan. L'Afghanistan, du Yémen. Du Yémen. Et donc, à mon avis, avant que cela ne soit irréparable, je crois qu'il est temps aujourd'hui, en prenant ces massacres horribles qui viennent d'avoir lieu, comme point de réflexion, et discuter. Et comment discuter? Et je pense que c'est franchement parce que, finalement, le chaos somalien n'est pas tellement spontané que ça. Je crois que c'est le premier pays où on a expérimenté ces chaos. Moi, j'ai suivi les événements de 91, à l'époque où Ziad Barre était déjà au pouvoir. J'ai suivi pour la BBC à l'époque, enfin, cette époque-là. Et à l'époque, on voyait déjà le ferment de cette division, le ferment de ces chaos. C'est le premier pays où on a un peu expérimenté ces chaos, qui fera ensuite... le lit ici, et ensuite on le verra en Libye, au Soudan, ailleurs. Et donc c'était le premier pays où vraiment on dirait, expérimenté cette... et en même temps, aussi bien les acteurs intérieurs qu'extérieurs, je veux dire, c'est pas seulement quelque chose qui est seulement de l'extérieur, mais il y a aussi les acteurs intérieurs qui ont joué ce jeu. Et aujourd'hui encore, on n'est pas sorti de ces chaos-là. Alors aujourd'hui, c'est le moment ou jamais peut-être de faire tout sur la table. Vous dites quelque chose d'extrêmement délicat, M. Hadami. Ouma Ba, faut-il discuter avec Al-Qaïda en Somalie? Si oui, de quoi? Je pense que ce sont d'abord des Somaliens. En grande majorité, ils sont organisés militairement. Il n'y a pas encore de solution militaire pour les défaire. C'est ça. Les morts sont en train d'être comptés aujourd'hui par centaines et le cumul par dizaines, voire centaines de milliers. Je pense qu'il faudrait proposer peut-être une sortie par le haut, mais aussi renforcer l'État. La négociation, on négocie souvent avec son ennemi, on ne négocie pas avec celui qui est votre ami, puisqu'il est déjà d'accord avec vous surtout. Je pense que je ne dirais pas d'aller négocier avec les Chebabs tant qu'ils continuent de tuer, mais on peut quand même, d'un point de vue, s'ouvrir à eux, les écouter, voir s'il y a possibilité de pouvoir gérer les choses de manière plus raisonnable
et qu'ils arrêtent peut-être, et qu'ils acceptent in fine d'être démilitarisés et ainsi de suite. Maître Dabo, M. Hadami l'a dit, ils sont influencés par le wahhabisme saoudien. Mais comment peut-on réussir à les soustraire de l'influence saoudienne? C'est vrai que ça va être très très compliqué. Mais simplement, je rappelle que l'IRA en Irlande, quand même, on a négocié l'IRA en Irlande. Les Britanniques ont négocié, ils ont déposé les armes. Je crois que partout, lorsque des problèmes comme ça se posent, parce que l'IRA aussi était considéré comme une organisation terroriste. Mais les Chebabs, c'est vrai, ils ont cette influence du wahhabisme, d'abord sunniste, après il y a le wahhabisme. On peut, moi je dis, on peut effectivement essayer de créer les conditions pour... De dialogue politique, dites-vous. De dialogue politique direct. Mais par contre, moi je pense que, surtout au niveau de la Somalie, ce que les gens oublient, c'est la forme de l'État. Parce que c'est très important pour les constitutionnalistes et les juristes. C'est-à-dire que c'est un État fédéral. C'est-à-dire qu'il y a normalement ce qu'il faut renforcer, c'est les provinces qu'il faut renforcer. Je crois que la paix doit d'abord commencer au niveau des provinces et pour remonter jusqu'à l'État fédéral. Parce que tant que les provinces, il n'y a pas la paix au niveau des provinces, qu'on n'arrive pas effectivement à faire en sorte que les Chebabs ne dominent pas au niveau des provinces, tant qu'on n'y arrivera pas, je pense que la paix, ce sera en 20 mots. Monsieur Hadami, vous dites le dialogue peut être une solution, avez-vous dit. Et la question c'est, que veulent-ils, les Chebabs? Qu'est-ce qu'ils veulent? Que demandent-ils? Parce que pour dialoguer avec l'autre, il faut déjà savoir ce qu'il veut concrètement. Ils veulent quoi? Appliquer la charia? Je crois que dans leur programme, il y a beaucoup de choses qui n'est pas acceptable pour une grande partie de la population, c'est clair. Mais que eux aussi, aujourd'hui, dans la situation où ils sont, peut-être, à un moment donné, d'ailleurs, le président somalien avait dit qu'il acceptait de dialoguer si Al-Shabaab devenait un parti politique. D'accord. Mais il rentre dans la légalité. Mais voilà, avant cela, pour que cela se fasse, je pense qu'il faut de part et d'autre, peut-être, il faut avancer. Je dis qu'il n'y a pas une solution toute faite, mais est-ce qu'il ne faut pas essayer quels sont les points essentiels de leurs revendications? Qu'est-ce qu'ils veulent essentiellement? Que veulent-ils concrètement faire de la Somalie, ces gens? Bon, eux, ils ne parlent pas de l'établissement d'un califat. Bon, l'État islamique. Mais ils veulent quoi? Transformer la Somalie en un État islamique, hein, c'est ce qu'ils disent. Islamique. Islamique, très clairement, en tout cas, mais en même temps, je crois qu'ils sont quand même traversés par pas mal de tendances. Je pense qu'il n'y a pas vraiment une doctrine, homogénéité de la doctrine très forte qui dit aujourd'hui qu'il faut faire un État islamique. Je pense que pour eux aussi, parce que ce qu'on sait, c'est qu'ils sont quand même partis dans le mouvement nationaliste au début. Oui, bien sûr. C'était contre l'Éthiopie. Et ce qu'ils mettent souvent en avant aujourd'hui, c'est contre les gens qui occupent nos territoires, qui occupent la Somalie. Enfin, souvent, c'est le slogan qu'on entend chez eux. Mais en même temps, je crois que c'est... Même nous, quand on parle ici, on ne connaît pas exactement leur revendication profonde. Mais en tout cas, est-ce qu'il ne faut pas essayer de voir si c'est impossible, en tout cas, ça sera aussi essayer autre chose. Mais on n'a pas d'autre solution. On a vu les limites de la solution militaire. L'option du dialogue, c'est peu probable pour l'instant. En tout cas, quand on observe les positions des uns et des autres. Et la question, c'est combien de temps les Somaliens vont-ils encore subir ces attentats meurtriers? Oumaba, je sais que vous ne lisez pas dans une boule de cristal, mais effectivement, est-ce qu'il y a une solution intermédiaire? Le ministre l'a dit, il n'est pas possible de les vaincre intégralement parce qu'ils se fondent dans la masse.
Est-ce que dans une société comme ça, comme la société somalienne, il est possible simplement de faire jouer les renseignements et pour déjouer des attentats comme celui qu'on a vu le samedi dernier? Non, je ne pense pas. Je crois que dans des pays plus structurés comme la France ou les États-Unis, nous avons connu des attentats. Tout à fait. Même à Londres, à Berlin. Donc je pense qu'il faut peut-être aussi procéder à 3 étapes de mon point de vue, ce qu'on appelle le multiscalaire. Le jeu multiscalaire. Le premier niveau, de mon point de vue, il est intrinsèque, comme il a dit tantôt et comme l'a dit aussi Maître Dabo. C'est-à-dire qu'il faudrait que les différents acteurs acceptent le principe minimal d'un dialogue minimum. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de pouvoir restaurer la puissance de l'État au niveau intrinsèque. Et cela, la Somalie seule n'a pas les moyens pour cela. C'est là où je dis qu'il faudrait que l'Union africaine, la communauté internationale de manière plus pertinente, n'est-ce pas, intervient dans les différents niveaux de formation. Et troisièmement, il faudrait une éducation, de mon point de vue, et une politique, n'est-ce pas, de vulgarisation qui permettrait aux Somaliens de savoir qu'ils sont tous d'abord Somaliens, des frères de sang, mais que quelque part, ils peuvent diverger. C'est-à-dire sur les idées, la façon de voir la Somalie de demain ou d'aujourd'hui, le projet sociétal, etc. Et à partir de ce moment-là, donc, il faut repenser le pluralisme sociétal de la Somalie pour que les différentes contradictions des différents champs et courants politiques, sociétales, tribales, claniques, etc. puissent se composer en bonne intelligence sans pour autant que cela ne débouche sur le chaos. C'est-à-dire la contradiction des idées fondamentales et la souvenir aussi de la démocratie, c'est-à-dire revenir, et c'est là où l'idée, par exemple, de permettre à ce que ces gens-là, s'ils renoncent à certains principes qui ne sont pas acceptables, de pouvoir, par exemple, se transmettre en parti politique, ça peut être une idée envisageable. Mais le principe de rejeter, tout simplement parce que le principe d'exclusion... Non, je crois que ce n'est pas la bonne politique. Elle est suicidaire, c'est une impasse, et puis elle est stérile, parce qu'elle n'engendrera que le chaos, mais jamais la paix de mon point de vue. Et ça viendra sous l'impulsion de qui? De la communauté. Vous parlez de la communauté internationale. On a aussi le sentiment, d'une certaine manière... Non, je parle d'abord du leadership intrinsèque. Oui, bien sûr. D'accord. Mais voilà, ils ne s'entendent pas. Vous avez un Premier ministre et son président de la République qui ne se parlent pas. Vous avez des ministres qui démissionnent et qui visiblement entretiennent des complicités, même au sein des islamiques. Comment qui peut impulser ce dialogue? Qui peut prendre l'initiative aujourd'hui? Non, mais c'est justement la problématique. C'est pourquoi je dis, finalement, on met la charrue avant le bœuf dans l'histoire somalienne. C'est ça. Tant qu'on ne renforce pas les provinces, c'est très important. Vous savez, c'est un État, même pas État, mais je dis que moi je l'appelle, c'est un territoire trop clanique. Mais quand vous dites renforcer les provinces, ça suppose quoi concrètement? Ça suppose une organisation, c'est-à-dire qu'on essaye d'organiser d'abord les provinces. C'est-à-dire que c'est à ce niveau-là, qu'au niveau fédératif, au niveau de la fédération de l'État, qu'on puisse avoir quelque chose de solide et d'organiser des hiérarchies. Parce que tant que... Parce que vous savez qu'en Somalie aujourd'hui, il y a même des provinces qui se font la guerre. Oui, entre elles. Entre elles. Oui. Et c'est ça qui est dramatique en fait. Comment voulez-vous dans cette situation-là, déjà que des provinces se font la guerre et arriver au niveau de l'État qu'on arrive à établir une paix? C'est pas possible. Je pense que d'abord, la paix doit exister au niveau des provinces d'abord et ensuite cette paix-là qui va rejaillir au niveau de l'État fédéral. Je crois que c'est là où je pense, à mon avis, en tout cas mon humble avis, que souvent on occulte la réalité sur le terrain, c'est-à-dire le pouvoir des clans, c'est-à-dire que... Le pouvoir des clans, dites-vous. C'est très important. Monsieur Khadami, on parle quand même d'un pays qui a connu plus de 25 ans de guerre civile. Un pays qui, à un moment donné, était même disloqué complètement. Est-ce qu'il est possible encore, au-delà de la question des Chebab, de ressouder les clans, de ressouder les groupes ethniques de façon à former une nation somalienne? C'est encore possible? Je crois que la Somalie, c'est un pays des paradoxes. À l'époque où, en Afrique occidentale ou centrale, on parlait de balkanisation, c'est les gens qui allaient vers l'unité. Voilà, la province de Somaliland, il a dit, écoutez, moi je laisse mon indépendance, on lie notre pays avec la Somalie italienne. Et ils sont devenus la Somalie qu'on connaît. Tout à fait. Donc c'était vraiment aller à contre-courant à l'époque.
Et puis, c'est un pays où on ne parle qu'une seule langue, où on a presque 90% qu'une seule religion sunnite. Ouais. Et malgré c'était 99%. Et malgré tout ça, c'est un pays aussi qui se divise aujourd'hui, comme on l'a vu, en plusieurs morceaux. Donc, c'est un pays des paradoxes. Mais en même temps, je crois qu'il y a un nationalisme somalien qui est toujours là, qui est exacerbé. Qui peut servir de socle de base. Qui est dans la langue. Lorsqu'on le voit, par exemple, dans la diaspora, c'est pas possible. Le nombre de télévisions qu'il y a en langue somalie, c'est extrêmement nombreux. Donc, il y a ce socle sur lequel les Somaliens... Et lorsque, par exemple, vous voyez le drapeau bleu avec 5 étoiles somaliens, les Somaliens pleurent partout où ils sont. Des fois, c'est au dépend aussi des populations voisines, parce qu'ils revendiquent aussi toutes les populations voisines. Bref, pour vous dire, il y a un nationalisme somalien qui est là, qui va s'en sortir. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit ce qui s'est passé. C'est très difficile. Il y a les situations de famine, il y a les situations... Les femmes, par exemple, lorsqu'ils sont réfugiés, sont violés. Enfin, et partout dans le monde, aussi bien en Finlande qu'ailleurs, vous allez avoir des Somaliens qui sont partis. Donc ce que je dis, si il est possible, le peuple somalien peut non seulement s'en sortir, mais peut devenir vraiment un pays très important, et même une population qui peut devenir le moteur de la Corne d'Afrique. Et un seul mot par rapport au piratage, il ne faut pas oublier que pendant des années... la piraterie maritime, pendant des années, on a quand même pillé cette mer Somalie. Quand vous dites on, vous parlez de qui? Vous stigmatisez la responsabilité de qui? Écoutez, les bateaux espagnols, les bateaux chinois, les bateaux japonais, tout le monde pille. Parce que c'était un no man's land pour tout le monde. C'était un terra nullus ou un mer nullus. Oui. Et aujourd'hui, d'ailleurs, même nous, on le voit à Djibouti, il y a même des Chinois qui sont en train de rasier les côtes de Djibouti. Et il peut y avoir demain aussi des pirates et tout ça. Donc c'est pour vous dire, d'être Somalie, je crois qu'effectivement, il y a un sentiment national somalien très fort qui peut venir. Et puis, ils peuvent aussi cohabiter. Je crois que, franchement, c'est le moment où jamais les Africains, en tout cas nous, les Africains, doivent vraiment aller dans le sens de les soutenir et même de leur donner un coup de main. Voilà. Ouma Ba. Je suis tout à fait d'accord et je crois que cet événement démontre encore une fois que le peuple somalien est un peuple debout malgré les difficultés. C'est un peuple qui résiste, tel un roseau qui, au gré du vent, n'est-ce pas, se plie mais ne rompt pas. Et l'illustration de mon propos et par rapport à cet événement douloureux, lors de cet attentat, je crois que la diaspora somalienne est en train de s'organiser. Il y a des dons de sang qui sont systématiques. C'est vrai. Il y a aussi la communauté internationale. Pas seulement en Europe, la communauté internationale africaine. Là aussi, il faut peut-être un peu nuancer le propos. Est en train de se mobiliser. Il y a des médicaments en urgence qui sont envoyés avec des médecins pour pouvoir appuyer. Mais nous demandons davantage, plus et mieux, et vite, pour que la paix revienne en Somalie. Et surtout, on ne désespère pas de l'homo somalien dans une certaine mesure, puisque ce sont des gens, n'est-ce pas, talentueux, d'une beauté physique, mais extraordinaire. Nous le souhaitons tout simplement de pouvoir retrouver la paix et vite pour que l'Afrique puisse aller. Maître Dabo, on critique la communauté internationale, c'est vrai, dans sa lenteur à intervenir ou même dans son désintéressement vis-à-vis de la Somalie. Communauté internationale, j'entends les Occidentaux d'une certaine manière, mais la Somalie ne semble pas non plus être une priorité pour les États africains. C'est une réalité. C'est vrai que de l'un, on critique effectivement les États occidentaux, mais de l'autre, c'est vrai qu'au niveau des États africains, lorsqu'il y a eu cet attentat, il n'y a pas une mobilisation ou des manifestations internes dans ces pays pour apporter leur soutien aux victimes. Bon, alors qu'on a vu ce qui s'est passé ici, il y a certains pays même où on a vu des manifestations, des choses comme ça. Bon, c'est vrai que, comme l'a dit M. Kadami, il est temps aujourd'hui, il est temps qu'on ne se serve pas du baromètre occidental pour mesurer aujourd'hui ce qui nous arrive en Afrique. Nous devons nous prendre en charge. Nous devons être capables d'impulser des solutions qui peuvent aboutir à une alternative de paix. Je pense qu'on a les capacités en tant qu'Africains,
Mais surtout parce que aujourd'hui, en Afrique, même quand on prend la tradition africaine, il y a les médiations, il y a la médiation, c'est ça qu'on a transmis aujourd'hui. Au niveau international, on se sert de ces pratiques-là, mais on peut toujours, avec nos talents, avec nos spécificités, essayer aujourd'hui de trouver une solution par l'Union africaine. L'Union africaine, les organisations sous-régionales. Je pense qu'à un moment donné, lorsqu'on touche l'ego des Somaliens, par rapport à ce bain de sang, mais après tout, qui perd dans cette histoire? Mais c'est les Somaliens qui perdent dans cette affaire. D'abord parce que l'attentat touche plus de 300, pratiquement plus de 300 personnes, sans compter les blessés. Quand vous prenez la population, pratiquement, il y a des parents. Merci. Donc, voilà. Merci, maître. Monsieur Hadami, vous restez optimiste pour la Somalie, vous la connaissez mieux que quiconque. Vous êtes optimiste pour l'avenir de la Somalie. Je suis optimiste pour la Somalie. Je suis optimiste pour la Corne d'Afrique, parce qu'il y a aussi des problèmes un peu dans cette région. Je suis optimiste pour toute l'Afrique. Merci, Monsieur Hadami, d'avoir accepté de participer à cette émission. D'abord pour rendre hommage aux victimes de cet ignoble attentat qui s'est produit le 14 octobre 2017 à Mogadiscio, et aussi pour envisager les pistes possibles pour que ce pays sorte de la spirale infernale de la violence. Maître Tidiane Dabo, vous êtes avocat au barreau de Strasbourg. Merci à vous également d'avoir participé à cette émission. Ouma Ba, politologue, vous enseignez les relations internationales au Centre d'études diplomatiques et stratégiques, c'est à Paris. Merci à vous également. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Politicien, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien.